Depuis 1790, la distribution de l'eau dans le système français fait partie des compétences communales. En Nouvelle-Calédonie, des études archéologiques révèlent que cette ressource aurait été maîtrisée il y a des millénaires pour l'irrigation des taraudières en terrasse. Reposant sur une approche privilégiant les aspects techniques de la ressource, la gestion de l'eau sur le territoire présente des particularités qui lui sont propres. De l'histoire ancienne à nos jours, des représentations mélanésiennes à l'appréhension techniciste de l'eau, cet épisode mettra en lumière quelques coutumes qui ont façonné et façonnent encore aujourd'hui cette gestion de l'eau en Nouvelle-Calédonie. Ici, on est au col de la Pirogue. On est sur une canalisation qui a été creusée il y a peut-être 500, 600 ans. Et depuis 600 ans, l'eau coule ici. Aujourd'hui, cette eau, elle sert à amener de l'eau douce pour la tribu du col. Mais pendant des siècles et des siècles, son objectif principal, c'était d'irriguer des dizaines et des dizaines de terrasses de taraudières. Une taraudière, en fait, c'est des systèmes en terrasse. Donc la terre, du coup, elle est travaillée comme ça en terrasse. Et il y a de l'eau qui arrive par les canaux. L'eau va stagner et on peut y planter donc des tarots d'eau qui sont plus adaptés, qui se développent du coup avec les pieds dans l'eau. Je pense qu'ils avaient réussi à identifier des sources et il y avait du coup des canaux qui étaient construits manuellement et qui acheminaient l'eau sur des taraudières, donc d'un système d'irrigation gravitaire. Aux anciens, comme une ici, pour pouvoir déjà démarrer une conduite à ciel ouvert, pour pouvoir descendre plus bas dans les flancs des montagnes, pour pouvoir irriguer les taraudières, mettre de l'eau au pied des taraudières pour pouvoir développer. Quoi. Mon grand-père venait nettoyer les conduites à ciel ouvert, jusqu'en bas à la sortie, pour pouvoir irriguer les taraudières et réduire la quantité d'eau dans les taraudières. Donc souvent, nous, quand on fait le travail archéologique, on a remarqué que ces cailloux un peu ovales comme ça, là, cailloux magiques ovales, on le trouve souvent mis à l'endroit où il y a l'arrivée de l'eau qui arrive à la première terrasse. Comme si le caillou, il était là pour appeler l'eau et que l'eau, elle rentre bien et qu'elle puisse bien faire son travail. Mais cette forme de pierre magique, on la trouve sur toute la Grande Terre. Et c'est toujours, quand les gens ils voient les cailloux comme ça, là, ils disent toujours ça c'est pour l'eau. C'est toujours cette forme-là. Il y a des pierres pour la pêche, il y a des pierres pour cultiver les ignames ou les bananiers, tout ça là. Mais cette forme comme ça, là, ovale, là, les gens ils disent toujours que ça c'est pour l'eau. C'est la pierre de l'eau. Et là, si tu regardes bien, tu vois bien toutes les terrasses de taraudières. Là. Regarde. Tu les vois là, toutes l'une à côté de l'autre là. Et juste sur ce cric, il y a une dizaine de prises d'eau successives. On démarre les taraudières vers 450 mètres de haut et on les termine dans la plaine à peu près 50 mètres de hauteur par rapport à la mer. Rien que cet espace autour du col de la Pirogue, vous aviez à peu près 500 hectares de terrasses de taraudières. Et rien que sur la commune ici de Païta, on a calculé qu'il y avait autour de 1000 hectares de terrasses de taraudières à flanc de montagne. Puis après, ça continue au sud et puis ça continue au nord. L'intérêt d'étudier des taraudières, c'est qu'elles sont partout dans l'espace. Et donc, elles sont un des éléments qui permettent de reconstituer la manière dont les gens ils occupaient ces grands espaces dans le temps. Spatialement, en fait, chaque clan habitait le long de la rivière avec à chaque fois une taraudière associée, des champs d'ignames et puis le long du cours d'eau, des trous d'eau qui là aussi étaient associés à chaque clan et chaque clan entretenait du coup ce tronçon-là du cours d'eau
et le trou d'eau qui en fait potentiellement constituait un garde-manger. Puis il y avait même des endroits où il y avait des trous d'eau un peu plus profonds et qui là constituaient vraiment des garde-manger. Je dis le dernier taraudière que moi-même avec nos grands-pères et nos grand-mères on a pu le faire, c'était dans les années 75, 80. Et de là, bon, mais plus personne ne voulait s'occuper des taraudières. Ça fait que, voilà, la végétation, elle a pris le dessus. Et maintenant, on ne les voit plus, quoi, hein. Les années 1979. Hein. Les archéologues, ils connaissent cette taraudière quand elle a été faite en 1979, parce qu'il y avait un archéologue australien qui est venu au col de la Pirogue et qui a fait des photos et qui a mis le travail de ces taraudières dans sa thèse. Et donc, voilà, tous les archéologues qui travaillent sur les taraudières dans le Pacifique, ils connaissent la taraudière du col de la Pirogue à cause de ce travail à l'époque des dernières, en fait, des dernières terrasses. Ça fait partie de notre patrimoine collectif. Et donc, s'intéresser aux taraudières qui sont aujourd'hui fossiles, s'intéresser à ce qu'elles ont à raconter de l'histoire, ben, c'est aussi se rappeler que cette histoire, elle continue. Je m'appelle Benoît Trépied, je suis anthropologue au CNRS. Je travaille sur la Calédonie depuis 25 ans. L'eau a ce statut particulier en Calédonie, d'une part d'être appropriée coutumièrement, c'est-à-dire qu'il y a des clans qui sont dits maîtres de l'eau, maîtres de tel cours d'eau, maîtres de telle source, qui ont la charge coutumière de protéger ces cours d'eau, etc. C'est comme tout en Calédonie, c'est-à-dire c'est valable pour l'eau, c'est valable pour la terre, c'est valable pour les arbres, c'est valable pour les fonds marins, c'est valable pour les plages, c'est valable pour les massifs miniers, etc. Il y a une logique complexe d'appropriation. Donc moi c'est Olga Pétavy et je fais une thèse en anthropologie sur les représentations et les usages de l'eau douce en Nouvelle-Calédonie. La porte d'entrée que je prends, c'est la notion de qualité. Elle est assez compliquée à définir ici sur le territoire parce que en fait on a plein d'acteurs différents qui ne vont pas entendre la même chose à travers ce terme de bonne eau. Je me rappellerai toujours de ce moment quand je suis arrivée au Forum de l'eau à Poya, c'était en 2022. Et je commence à discuter avec un coutumier de l'Air Halachou sur mon sujet. Je lui raconte un peu sur ce sur quoi je travaille, que je travaille sur la qualité de l'eau. Puis je vois qu'il fait un peu une mine, genre, il suit pas, quoi. Puis là, il me dit, non, mais en fait, je t'arrête tout de suite. Chez nous, la qualité, ça n'a pas de sens. Ah bon, ok, pourquoi? Non, parce que, en fait, chez nous, tu ne peux pas séparer l'eau de son environnement social et naturel. Chez nous, tout est connecté. En fait, ça fonctionne par assemblage à chaque fois. C'est-à-dire qu'une eau qui va être... L'eau va être aussi associée à des animaux, les anguilles, les lochons. Et quand ces animaux sont présents, ça veut dire qu'on a une eau qui vit, qui est voilà, une eau de meilleure qualité, donc associée à un écosystème qui fonctionne. Et puis, à côté, on a aussi le social. On a les êtres humains, des relations de pouvoir autour de cette ressource en eau, autour de l'eau. Et de regarder comment est-ce que l'eau et la société se transforment en même temps. Il y a eu un basculement effectivement sur la problématique de l'eau à partir de l'époque coloniale. C'est-à-dire qu'une fois que l'ordre colonial s'est installé en Nouvelle-Calédonie, les Kanaks, on le sait, ont été, au fil des révoltes, des guerres, de l'accaparement foncier, de la colonisation de peuplement, ils ont été refoulés de leurs terres, ils ont été parqués dans des endroits qu'on a appelés des réserves, desquels ils n'avaient pas le droit de sortir. Et ce qui s'est développé pendant toute la période coloniale, c'est un profond déséquilibre sur la gestion notamment de l'eau, entre d'une part les tribus Kanaks dans les réserves qui étaient livrées complètement à elles-mêmes,
et d'autre part les zones d'habitat européen, les villages en particulier, les zones agglomérées, où l'administration, les services publics, les commissions municipales qui étaient les ancêtres des mairies, se sont occupés de mettre en place un service de l'eau, des conduites d'eau sous tuyaux, des raccordements, etc. Et donc pendant toute la période coloniale, et en particulier dans l'entre-deux-guerres, on voit un vrai déséquilibre qui est une trace tangible et concrète de la domination coloniale sur la gestion de l'eau. C'est-à-dire que d'un côté, on construit des adductions d'eau, des fontaines, puis des connexions domestiques dans les villages européens, mais dès qu'on sort des villages européens, les gens sont livrés à eux-mêmes. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les Kanaks sont devenus citoyens, donc ils ont voté. Il y a un parti qui a émergé, qui a rassemblé l'essentiel des voix kanaks, qui était l'Union calédonienne. Quand elle a pris le pouvoir dans les mairies, pour la première fois, elle a créé des politiques d'adduction d'eau pour les tribus. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été véritablement un basculement majeur au quotidien sur ce que la citoyenneté, l'accès à la citoyenneté permettait d'apporter aux tribus. Ça ne s'est pas traduit par une grande révolution tous azimuts, ça ne s'est pas traduit notamment par une décolonisation des rapports sociaux. La Calédonie est restée une société quand même profondément coloniale, hiérarchisée racialement, ségrégée. Mais par contre, la citoyenneté, concrètement, ça s'est traduit par un accès à l'eau et également aux routes, donc aux infrastructures de base pour les tribus, pour les Kanaks. Et ça a été de ce point de vue-là un vrai changement dans leur vie quotidienne. L'autre grande particularité, évidemment, c'est que la Nouvelle-Calédonie étant une terre où il y a énormément de mines de nickel, il y a, la conséquence de ça, c'est qu'il y a des problèmes récurrents de pollution de l'eau, en particulier pour les cours d'eau qui sont en aval des mines. On sait tous que pendant 100 ans, l'histoire de la mine, c'était on balançait dans le fond des ravines et puis on récupérait le minerai. Bien entendu, toute cette pollution industrielle, même si c'était des gens qui étaient avec des pelles et des pioches, a détourné une partie des cours d'eau, a asséché, a surtout, dans plein de criques, a remblayé ces criques jusqu'à ce que l'eau ne soit plus en surface. Et donc, tout le travail qui avait été fait d'aménagement de l'eau pendant les siècles d'avant, en fait, a été quelque part bouché par le processus de la mine. En fait, l'arrivée de la mine sur certains territoires, ça a pu vraiment bouleverser les régimes hydrologiques de certains territoires et modifier les paysages en fait, hydrauliques. Et dans le même temps, en plus, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est après la Seconde Guerre mondiale, la fin du régime de l'indigénat, les Kanaks qui ont officiellement accès au travail salarié. Et donc, le boom du nickel, donc à la fois on a deux choses, on a les canaux qui sont bouchés par l'exploitation minière et en même temps les hommes qui partent travailler à la mine. Et ça en fait, ça crée une double contrainte sur le paysage hydraulique. Ça a créé du mécontentement aussi quand les canaux étaient bouchés, le fait que l'approvisionnement en eau du coup soit tari, ça c'était vrai aussi à Koné où il y a eu des pollutions. Pendant des décennies, en fait, il y a eu une pollution de l'eau très forte, puisqu'en fait, la tribu est en aval du massif du Koniambo. Et il se trouve que le cours d'eau qui était pollué était le cours d'eau sur lequel à la fois les habitants de la tribu de Koniambo comptaient, mais c'était aussi sur ce cours d'eau que la première conduite d'eau du village de Koné pour les Européens était installée. Et très vite, la mairie a décidé de créer une autre conduite d'eau à partir d'un autre point pour permettre de fournir en eau potable et claire et propre les habitants du village. Donc en quelques années, ça s'est résolu, alors qu'ils n'ont rien fait du tout pour la tribu de Koniambo. Donc la tribu de Koniambo, elle a dû attendre 20 à 30 ans plus tard pour que ce problème des dévers miniers et de la pollution de l'eau soit résolu avec la construction d'une conduite d'eau protégée. Donc là encore, on voit le décalage très fort qu'il y a eu à l'époque du fait de ce contentieux colonial et qui explique une partie des rancœurs accumulées puisque ça se jouait vraiment au quotidien.
L'eau en Nouvelle-Calédonie a été un problème important, au moins pour la ville de Nouméa. La presqu'île n'avait pas de point d'eau. L'eau était acheminée par barriques en bois sur des ânes, soit recueillie par les toitures, c'était de l'eau de pluie, soit il y avait même eu des barges qui amenaient de l'eau et qui faisaient la distribution d'eau. Alors il y avait très peu de monde dans la ville, mais il n'y avait pas d'eau du tout. Là, il était question de faire un service, de faire, disons, une distribution publique. Donc en 1875, c'est ce qu'on appelle la conduite de Yahweh. Le chantier il a démarré des deux extrémités. Ils ont fait la prise d'eau à Yahweh et également le réservoir à la colline aux oiseaux. Il a été posé une conduite, ce sont les déportés et les transportés qui ont posé cette conduite à la main, qui a alimenté un petit réseau d'eau dans le centre-ville de Nouméa pour des fontaines où l'eau était gratuite et les gens venaient s'y ravitailler. Ensuite, il y a eu des manques d'eau. Donc il y a eu un autre gouverneur qui a imaginé aller chercher l'eau plus près, disons, en plus grande quantité. Donc il y a plusieurs projets et c'est celui de Dambéa qui a été retenu. Ici, nous sommes sur le site de l'ancien barrage, le vieux barrage, celui qui a été construit en 1892 et qui a alimenté Nouméa pour la première fois depuis la Dambéa. Plus tard, il y a eu encore des manques d'eau. Et donc, un nouveau barrage a été construit derrière, à peu près 1 kilomètre en amont. Et là, un barrage plus moderne, en béton, plus haut, plus grand. La capacité était importante. Au début, elle faisait 300 000 m3, celui-là, 60 000 environ. Le nouveau barrage a été construit en 1954. La sécheresse est apparue dans les années 91, par exemple, où on a été proche de fermer l'eau à Nouméa, quartier par quartier. Et là, les élus ont décidé de rechercher une nouvelle ressource. Et là, tout le monde s'est tourné vers la Tontouta, où le débit était beaucoup plus important et qui permettait également d'irriguer les communes sur son parcours. Construire des adductions d'eau dans les tribus dans les années 50, c'est une façon de dire, c'est une façon pour la mairie d'arriver, d'intervenir dans un nouvel espace politique où elle n'avait pas sa place précédemment. Donc, ce qui a été très intéressant à ce moment-là, eh bien, ça a été de voir que les élus municipaux originaires des tribus, donc les tout premiers élus Kanaks, en fait, faisaient un rôle d'interface entre le maire et son équipe et puis les chefferies administratives. Donc c'était vraiment l'élu qui du coup ensuite retournait dans la tribu, discutait avec les vieux, comme on dit, qui lui disaient on va prendre l'eau à tel endroit, on va la faire passer là, on va faire telle ou telle coutume, et puis après donc l'élu faisait le porte-parole, retournait à la mairie, disait ça, donc la mairie disait ok, tel jour on va monter faire les travaux avec le responsable des travaux publics et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça se passait et c'est pour ça que ces tout premiers élus Kanaks ont eu un rôle vraiment essentiel d'intermédiaire entre les deux espaces politiques et ça a été un grand pas, mais néanmoins il a resté toujours un fort décalage au niveau des infrastructures. En fait, cet héritage colonial se perpétue, en un mot. Tant et si bien qu'au moment de la révolte kanak des années 80, au moment des événements de cette lutte, quand les accords de Matignon de 1988 ont mis un terme à ces événements, une des dispositions fortes, a été le maître mot des accords de Matignon, c'était le rééquilibrage. Et si on parlait de rééquilibrage, c'est qu'il y avait bien un déséquilibre entre les Kanaks et les autres. Et ce déséquilibre, il se manifestait dans plein d'aspects, au niveau politique, économique, scolaire, culturel, mais il se manifestait aussi au niveau des infrastructures de base, des infrastructures, des équipements collectifs. À travers toute l'histoire là qu'on a pu retracer, on voit bien que la relation à l'eau, elle a été complètement remodelée par l'histoire coloniale, par l'exploitation minière, par les déplacements des populations, ce qui fait qu'en fait cette relation à l'eau, elle s'est déformée,
Il y a des événements, des moments de rupture, des continuités. Et en fait, tout ça, ça constitue autant de ce qu'on appelle en sciences sociales des ressources discursives, c'est-à-dire des éléments qui vont être réinjectés par les gens dans la manière de négocier avec le gestionnaire de l'eau, que ce soit la mairie, que ce soit un prestataire privé, et qui vont venir s'accrocher avec, les enjeux de facturation d'eau et des gens qui vont refuser de payer leur facture d'eau parce qu'ils vont considérer que c'est leur eau et qu'ils n'ont peut-être pas à ce moment-là les moyens financiers pour le faire. Et là, ça devient extrêmement compliqué. L'eau est un enjeu qui permet que quand on s'intéresse aux politiques de l'eau ou aux tensions autour de l'eau, finalement, c'est un petit objet de recherche, un objet un peu modeste, mais qui permet de révéler beaucoup de choses et qui permet notamment de comprendre le contentieux colonial dans toutes ses déclinaisons, dans toute sa particularité. Et ça permet, à travers l'eau, d'avoir un angle d'approche original pour savoir ce que c'est que la citoyenneté, ce que c'est qu'une situation coloniale et savoir finalement comment on sort d'une situation coloniale. Et puis c'est de voir à quel point l'eau suscite des discours variés, des usages variés, puisqu'on est à la fois sur une ressource naturelle, on est sur une ressource appropriée coutumièrement, on est sur des problèmes de pollution, et on est sur des problèmes d'inégalité, de partage d'une richesse, qui est la richesse de l'eau, dans un pays qui est profondément inégalitaire, mais qui cherche une voie pour sortir de ces inégalités héritées. Et l'objectif en faisant des recherches en sciences sociales sur ces transformations-là, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pour aussi ensuite pouvoir aussi partager les moments de rupture, les difficultés, de comprendre pourquoi les gens nous disent c'est notre eau et pouvoir être en capacité aussi d'expliquer, ok, on connaît cette histoire, on la voit, on l'accepte, mais maintenant, il y a des enjeux peut-être qui sont nouveaux, qui sont différents. L'eau paye l'eau, et donc le système fonctionne si les gens qui bénéficient de l'eau potable à leur robinet payent en contrepartie du volume fourni leur facture d'eau. On s'aperçoit que là où des gens ne payaient pas l'eau auparavant, et on met en place un système qui permet de faire payer l'eau et de payer les charges du service de l'eau, on s'aperçoit que la consommation diminue et qu'il n'y a plus besoin pour la commune d'aller chercher de nouvelles ressources puisqu'il n'y a plus de gaspillage, tout le monde a de l'eau. Il faut se remettre maintenant tout le monde autour de la table pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer de pouvoir gérer au mieux cette ressource et peut-être revaloriser les anciens savoirs. Voilà. Le fait d'en parler, ça peut être aussi quelque chose d'utile pour pouvoir co-gérer avec les gestionnaires plus techniques qui, eux, sauront mettre le bon gabarit de taille de tuyau, qui sauront mettre les bonnes quantités pour traiter l'eau si l'eau doit être traitée. Ce que montre l'étude de la gestion traditionnelle de l'eau, c'est que, en fait, dans des espaces où l'eau est relativement rare et précieuse et où il y a pas mal de monde, la seule manière de s'en sortir, c'est d'avoir une gestion extrêmement rigoureuse de l'utilisation de l'eau. Et c'est quelque part un message, quelque part un enseignement de ces vieux Kanaks d'il y a plusieurs siècles, à nous aujourd'hui qui laissons le robinet ouvert tout le temps et qui commençons dans certaines zones à avoir des problèmes d'eau, c'est de rappeler que l'eau c'est précieux et qu'il faut y faire attention et que la gestion collective, quand on est nombreux, de cette ressource est une gestion qui doit être faite intelligemment pour éviter au maximum le gaspillage.